Ces dernières années, une question très ancienne a ressurgi et s'est imposée dans le débat politique et économique africain. Il s'agit de la question du franc CFA. Monnaie héritée de l'occupation française, présentée par la métropole et par certains économistes africains comme la seule façon de garantir une stabilité financière sur le continent, dans plus d'une dizaine de pays en Afrique, le franc CFA est vu et perçu par beaucoup de personnes comme un moyen pervers et hautement détestable dont se servirait l'ancien occupant français pour garder une emprise et une mainmise totale sur l'économie et donc sur la destinée de ces anciennes colonies. Un rapide tour en Afrique oblige d'ailleurs à un constat. Les pays d'Afrique dite francophone accusent un sérieux retard sur les pays de la sphère anglophone, lusophone ou encore arabophone. La faute est pour beaucoup au franc CFA. Ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, des voix montent aussi bien dans la rue que dans les cercles élitistes pour exiger l'abolition ou la suppression du franc CFA. Mais qu'est-ce que vraiment le franc CFA? Sur quel mécanisme repose cette monnaie? Quelles sont les alternatives à envisager? Les scénarios possibles? Quels sont les dangers à éviter? Dans cette conférence, nous allons nous pencher sur ces questions. Commençons d'abord par parler du franc CFA. La monnaie, sous sa forme actuelle, c'est-à-dire les billets de banque et les pièces, a été introduite en Afrique lors de l'occupation européenne et a fortement déstabilisé les économies locales. Le franc CFA, créé en 1939 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a été introduit plutôt par l'occupant français dans les territoires qu'il dominait, dans le souci, dit-on, de stabiliser l'économie et de la rendre plus dynamique et surtout de mettre fin à l'usage de plusieurs monnaies parallèles. Avant cette date, avant 1939 donc, les territoires français sous occupation, les territoires africains sous occupation française utilisaient la même monnaie que la métropole. Certains indices amènent à conclure que la création de cette monnaie, que le franc CFA, a été fortement inspirée par les monnaies fantoches introduites par le régime nazi en France lors de la période du gouvernement de Vichy. À ses débuts, le franc CFA était une monnaie forte, même très forte, parce qu'un franc CFA valait à l'époque 1,70 francs français, puis 2 francs français. Cette parité avait été établie par l'administration coloniale, car l'Afrique était alors un principal débouché pour les produits finis en provenance de France. Il était donc naturel que le franc CFA soit une monnaie forte. À la veille de la fin supposée de l'occupation française, l'administration a subitement dévalué le franc CFA, qui se retrouvait dans une situation de sous-évaluation par rapport au franc français. Désormais, un franc CFA ne valait plus que 0,01 franc français. Aujourd'hui, les anciens territoires sous occupation française sont regroupés au sein de deux zones dites économiques, à savoir l'UEMOA et la CEMAC. L'UEMOA qui se définit comme l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la CEMAC qui se définit comme la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Chacune de ces zones dispose de sa monnaie. Ces deux monnaies portent le même nom, c'est-à-dire le franc CFA, mais ne sont pas interconvertibles entre elles. Chaque zone possède une banque centrale dirigée par un gouverneur élu par le conseil des chefs d'État et de gouvernement de la dite zone. Mais en réalité, le président du conseil d'administration de la dite banque, celui donc qui concentre naturellement en ses mains l'essentiel du pouvoir, est désigné par la France. La planche à billets, quant à elle, se trouve à Chamelières en France. C'est là, à Chamelières donc, que la monnaie est imprimée et ensuite expédiée vers l'Afrique comme tout autre produit manufacturé. La monnaie, le franc CFA, n'est pas comme le suppose la grande majorité des gens, fabriqué dans l'une de ces grandes tours qui sert de siège aux dites banques centrales en Afrique. Les pays utilisant le franc CFA sont tenus de verser une importante partie de leurs réserves au trésor français pour que la France puisse garantir leur monnaie. Les pays de la CEMAC versent chaque année 60% de leurs réserves auprès du trésor français. Quant au pays de l'UEMOA, ils semblent avoir plus froncé la mine lors des négociations. Ainsi, ils ne sont tenus que de verser 50% de leurs réserves auprès du trésor français. On estime qu'actuellement à 3 600 milliards de francs CFA, soit 70 milliards d'euros, le montant total des réserves déposées auprès de la Banque de France par les pays utilisant le franc CFA. Ces pays sollicitent
paradoxalement, et dans le même temps, l'aide des agences françaises, comme l'Agence française de développement, et européenne, pour financer les projets d'infrastructure et les projets sociaux. Sur le plan international, le franc CFA est un sous-produit du franc français. Et aujourd'hui, il est un sous-produit de l'euro. Si vous débarquez demain aux États-Unis d'Amérique avec du franc CFA dans vos valises, soyez-en sûr qu'aucune banque ne sera prête à vous en faire le change. Pourtant, si vous débarquez avec le C10 demain aux États-Unis, le C10 qui est la monnaie du Ghana, vous n'aurez aucune difficulté à le changer dans une banque. Sur un ton habituellement paternaliste et extrêmement condescendant, la France soutient que le système mis en place vise à protéger les pays africains. Comme si nous, autres Africains, nous avons besoin de protecteurs. Et surtout, que ce système vise à maintenir le franc CFA à un niveau convenable, à un niveau compétitif, entre guillemets. Et la réalité est que le maintien de cette monnaie fasciste tue l'économie des pays africains et les empêche de se positionner de façon véritable sur la voie du progrès. Cette monnaie permet à la France de maintenir une tutelle soi-disant bienveillante sur les anciens territoires qu'elle occupait. Mayer Rothschild, un grand banquier, disait en son temps donnez-moi le pouvoir de battre la monnaie d'un pays et peu m'importe qui fait ses lois. C'est vous dire que la simple existence de cette monnaie compromet véritablement de façon tragique l'indépendance des anciens territoires sous occupation française. Que faut-il faire alors? C'est la grande question qu'il faut se poser. Eh bien, le franc CFA est un cancer et il faut s'en débarrasser. Il faut abolir cette monnaie et c'est ce dont ont besoin les pays africains et ne pas surtout tomber dans les pièces de réforme ou des réformes qui ramèneraient à 40 ou à 35% le montant des réserves à déposer par les pays africains auprès de la Banque de France ou du Trésor français. L'entreprise ne sera pas du tout facile. La tâche ne sera pas aisée, mais elle doit être menée à bien. Et pour cela, il faut s'armer de deux choses, de réalisme et de clairvoyance. Euh, nous pouvons nous demander quelle pourrait être la réaction de la France. Cette réaction pourrait être violente. Et cela pour la simple raison qu'une grande partie de la prospérité de la France repose sur cette arnaque que constitue le franc CFA. D'ailleurs, l'ancien président français Jacques Chirac l'a reconnu dans une déclaration qui a été très médiatisée sur les réseaux sociaux d'ailleurs. De par le passé, la France s'est insurgée contre tous les gouvernements et les chefs d'État africains qui ont fait de l'indépendance monétaire une priorité. Le franc togolais n'a jamais vu le jour, puisque son promoteur, le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, a été assassiné par des demi-soldes revenus d'Indochine quelques jours avant la mise en circulation de cette monnaie. Un peu plus au nord, le Mali de Modibo Keïta parvint à sortir du franc CFA, mais l'aventure du franc malien, qui fut très mal géré, tourna court et une forte inflation ainsi qu'une situation économique périlleuse ramena le Mali dans le giron du franc français. Quant à la Guinée de Sékou Touré, elle ne put garder son indépendance que grâce au fort caractère et à l'entêtement de son chef d'État. L'épisode des faux billets, orchestré par Jacques Foccart, illustre jusqu'à quel point la France est prête à aller pour combattre et ramener dans son giron les pays récalcitrants. Même si le monde semble avoir changé, il serait erroné de penser que la mentalité de l'élite française au sujet du franc CFA a évolué. Sans les intérêts énormes que tire la France de cette arnaque, il est fort à craindre que l'Hexagone ne devienne rapidement un pays pauvre européen, à l'image du Portugal, de la Grèce ou de l'Espagne. Toutefois, le contexte global a changé. Aujourd'hui, le monde est une sorte de village planétaire sur fond de globalisation sauvage, il faut le dire. Et la réaction de la France, donc, tout en étant tout aussi perverse, peut prendre des formes plus insidieuses, c'est-à-dire plus discrètes. Quels sont alors les scénarios possibles à la suite d'une sortie du franc CFA? Si les pays africains arrivaient à sortir du franc CFA, quelles seraient les alternatives? Quelle monnaie utiliseront-ils? Et comment organiseront-ils le fonctionnement de cette monnaie? Est-il sûr que leur économie se porterait mieux? Nous le répétons, encore une fois, le franc CFA
est un cancer dont il faut se débarrasser. Aucune réforme ne doit être envisagée. Après la sortie du franc CFA, nous pouvons envisager deux hypothèses, deux scénarios principaux. Le premier scénario correspond à l'hypothèse dans laquelle chaque pays créerait sa propre monnaie à la suite d'une sortie du franc CFA. Ce scénario peut être aussi appelé le scénario à éviter, ou le scénario non souhaitable, ou le scénario catastrophe. Malheureusement, dans l'état actuel des choses, il s'agit là du scénario le plus probable. Probable. Et il s'agirait alors, c'est ce qu'il faut craindre, d'une fausse libération économique, car ce scénario serait l'ultime parade de la France pour continuer par garder, d'une façon encore plus insidieuse, le contrôle de l'économie africaine. Projetons-nous un peu dans ce scénario pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Les pays africains réclament la sortie du franc CFA, ce qui se fait déjà. Et la France dit qu'il n'y a aucun problème pour cela et elle entame des négociations et des pourparlers avec des économistes délégués par chacun de ces États dans le but de parvenir à un accord et à un plan de sortie du franc CFA. La sortie du franc CFA donc se fait ensuite selon un calendrier progressif, c'est-à-dire que d'abord le Bénin quitte le franc CFA, puis 2 mois après c'est le tour du Burkina, puis ensuite le tour du Togo, 2 semaines après. Euh, Ce qui est, c'est que cette sortie progressive empêchera les pays de créer une monnaie unique. Et c'est là ce qui est dramatique et très dangereux. La France n'aurait ensuite aucun mal à prendre le contrôle des banques centrales qui seront créées dans chacun de ces pays. On verra apparaître un franc togolais, un franc burkinabé, le franc béninois, mais ce sont des monnaies qui, dans la pratique, seraient contrôlées par des intérêts occultes et peut-être plus hostiles que ceux qui contrôlent actuellement le franc CFA. Même s'il arrivait que certains pays parvenaient à créer entre eux des monnaies communes, cette monnaie volerait rapidement en éclats du fait d'un manque de politique économique commune entre ces États. Il faut mesurer l'ampleur de la catastrophe qu'induit ce scénario. Il s'agirait alors d'une situation dans laquelle toute la lutte et tous les efforts consentis et déployés dans le but de sortir du franc CFA se révéleront vains. 50 ans auparavant, la France a démantelé les grands ensembles que constituaient l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française en octroyant aux différents territoires l'indépendance de façon séparée, malgré la protestation des panafricains. Cette situation a conduit au fait que tant bien qu'indépendants, aucun de ces pays n'est libéré et qu'à divers degrés, ils demeurent des colonies de la France. Cela a rendu caduque toute la lutte menée par les générations passées en vue de l'obtention de l'indépendance africaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tous les efforts consentis dans le but de sortir du franc CFA n'aboutissent qu'à la création de 14 nouvelles monnaies, et une monnaie pour chaque pays notamment, il s'agirait d'un échec et non d'une réussite, et surtout d'un retour en arrière et non d'un progrès. L'octroi des indépendances nominales a conduit les pays africains à développer une sorte de fierté qui a à son tour engendré un sentiment micronationaliste très fort. Aujourd'hui, à cause de ce sentiment micronationaliste très fort, reparler de lutte pour acquérir la véritable indépendance paraît dépassé. De cette même façon, l'autre grande tragédie à craindre est que l'octroi d'une fausse indépendance financière, qui se traduirait par la création d'une monnaie pour chaque pays, ne galvanise les populations et ne renforce leur fausse fierté. Si tous les États avaient leur monnaie, cela serait une entrave grave à la réalisation de l'unité africaine que nous appelons de tous nos voeux. En guise de première conclusion, nous pouvons dire que si le franc CFA doit mourir pour donner naissance à une monnaie par État, cela équivaudrait à labourer la mer, à se battre pour ne laisser qu'aux générations futures un héritage pire que celui que nous avons reçu de nos parents, et donc à les condamner donc à des siècles d'errance et d'exploitation. Qu'en est-il alors du second scénario? Eh bien, le second scénario est celui de la monnaie unique. Elle correspond à l'hypothèse dans laquelle une monnaie unique africaine succéderait au franc CFA. Le professeur Nicolas Agbourou, un éminent chercheur qui a effectué des travaux approfondis sur la nature du franc CFA, a toujours proposé de garantir cette monnaie unique par les ressources naturelles immenses dont dispose l'Afrique, et ce qui est une très bonne solution. Nicolas Agbourou nous a d'ailleurs beaucoup appris sur le franc CFA et son fonctionnement. Toutefois,
Aussi bonne que puisse paraître cette proposition, elle est dans l'état actuel des choses peu réalisable ou difficilement réalisable. Si les pays africains, dans leurs conditions actuelles, se dotaient d'une monnaie unique, l'aventure aurait de très fortes chances de tourner court. Le danger serait alors que les générations futures ne tirent de mauvaises leçons et se mettent à penser que si l'expérience a échoué, c'est que l'idée était mauvaise. Projetons-nous un peu dans ce scénario pour comprendre de quoi il s'agit. Et posons-nous d'abord une question. Est-ce qu'un pays comme l'Égypte et le Togo peuvent valablement utiliser la même monnaie? Peuvent-ils suivre des règles budgétaires communes? La réponse est évidemment non. Revenons à une échelle plus régionale. Est-ce qu'un pays comme le Bénin et la Côte d'Ivoire peuvent valablement utiliser la même monnaie? Seront-ils capables de présenter des comptes ayant les mêmes déficits? La réponse est évidemment non. Et pourtant, vous me direz que ces pays utilisent actuellement le franc CFA. La réalité est que cela n'est possible que grâce à l'arbitrage, si on peut l'appeler ainsi, de la France et au jeu de compensation des caisses qu'elle opère à son niveau, que la France opère à son niveau. La monnaie africaine était donc impossible? Non. Une des règles d'or en politique et dans la vie en général est que rien n'est impossible. Tout dépendra des conditions. Ce que nous disons, c'est que dans les conditions actuelles, la création d'une monnaie commune pourrait se révéler être un désastre. L'Union européenne s'est par exemple dotée de l'euro comme monnaie unique en voulant en faire le moteur de son unité. À quoi cela a-t-il abouti? Aux crises grecques, italiennes, espagnoles et portugaises. Aujourd'hui, partout en Europe, l'euro est décrié car elle ne servirait que les intérêts de la superpuissance régionale qu'est l'Allemagne. La réalité est que malgré l'évidence ou l'apparente évidence, la création d'une monnaie unique divise souvent plus les pays qu'il ne les rapproche. L'Afrique ne doit pas commettre la même erreur que l'Union européenne en se dotant d'une monnaie unique dans les conditions actuelles, qui à l'évidence ne profiterait qu'à quelques géants comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, et j'en passe. Nous allons aller plus en profondeur. Supposons que les pays africains souhaitaient créer une monnaie unique demain. Sur le continent, certains pays possèdent une industrie relativement développée par rapport aux autres, même si les standards occidentaux restent loin d'être atteints. Ces pays donc voudront naturellement avoir une monnaie faible pour pouvoir effectuer beaucoup d'exportations, pour pouvoir avoir ainsi une économie florissante. Parce que souvent ces pays sont aussi les pays qui possèdent beaucoup de matières premières, donc qui vivent principalement de l'exportation de ces matières premières ainsi que de l'exportation des produits qu'ils produisent dans des produits de leur industrie. Et de l'autre côté, beaucoup de pays, la grande majorité, ont peu de ressources naturelles et n'ont quasiment pas d'industrie. Euh, euh, Ils voudront donc, naturellement, avoir une monnaie forte pour pouvoir facilement importer ce dont ils ont besoin, tout en continuant par avoir une économie forte. À votre avis, qui gagnera, ou quelle catégorie de pays gagnera ce bras de fer? Euh, les pays forts et relativement industrialisés, bien sûr. C'est toujours les forts qui gagnent dans ce genre de situation. Vous me direz alors pourquoi ces pays ayant peu de ressources et relativement non industrialisés ou peu industrialisés ne profiteront pas de l'occasion pour s'industrialiser en s'appuyant notamment sur les pays qui sont déjà relativement industrialisés. Même s'il s'agit là d'une bonne solution, et elle prendra des décennies et plongera en attendant les pays dans une grave crise économique qui causera des troubles sociaux. Pour pouvoir éviter les fondements, et c'est ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir éviter les fondements de leur économie, ces pays n'auront d'autre choix que de maquiller leurs comptes, ce qui finira par être découvert par les pays relativement riches. Ces pays relativement riches, donc, se sentiront floués et imposeront aux pays faussaires des cures d'austérité. Ces cures d'austérité, à leur tour, ne seront pas acceptées par les populations et les troubles sociaux vont commencer par apparaître. Les populations de ces pays soumis à l'austérité commenceront donc par manifester, et c'est ce qui est très grave dans cette situation, une haine envers les populations des pays qui leur ont imposé cette cure d'austérité. Ce qui va se passer après, c'est que la monnaie unique va voler en éclats et que dans une certaine mesure, le rêve de l'unité africaine sera compromise. Ce qui est, c'est que la monnaie unique ne doit donc pas être considérée comme une fin en soi,
mais comme l'aboutissement de toute une série de programmes. Il faut travailler à l'établissement de conditions favorables à l'avènement d'une solide monnaie commune africaine. Ces conditions sont au nombre de deux. Il s'agit d'abord de la création d'un grand marché africain. La création d'un tel marché, c'est-à-dire d'un véritable marché africain, euh, bâtira ou jettera les bases d'une monnaie unique africaine forte. Dans la première partie, nous venons de relever les divergences qui pourront survenir entre les États, qui naturellement ont des intérêts variés quant à la force de cette monnaie, de la monnaie unique africaine. Ces divergences pourront s'amenuiser considérablement si un véritable marché commun était créé. Parce que si un véritable marché commun africain existait, le fait que les pays relativement industrialisés trouveraient de larges débouchés sur le continent pour leurs produits et pour leurs matières premières les amènerait à consentir à la création d'une monnaie pouvant favoriser les pays relativement pauvres. Par exemple, si le Kenya, qui aurait tout intérêt à avoir une monnaie relativement faible, pouvait déverser ses produits sur le marché centrafricain, et congolais et togolais, sans embûche, il accepterait, je parle là du Kenya, que la monnaie puisse avoir une certaine force, ce qui permettrait à un pays comme la Centrafrique de pouvoir bâtir une économie forte elle aussi. La création d'un marché commun nécessite toutefois deux actes principaux, ou deux conditions principales. La première condition est la suppression des barrières douanières et la seconde condition est la consécration du principe de libre circulation des biens et des personnes. Malheureusement, dans l'état actuel des choses, la création d'un marché commun en Afrique semble difficilement, semble aussi difficilement envisageable. Eh bien, nous allons voir pourquoi. Ce qu'il y a, c'est que la création d'un marché commun n'est pas un acte théorique. La signature d'un traité instituant une zone de libre-échange pourrait n'avoir aucun effet du tout dans l'état actuel du continent africain. Certaines conditions matérielles sont nécessaires à la création effective d'un marché commun et ces conditions sont loin d'être acquises actuellement en Afrique. Prenons cet exemple très banal. Supposons que les pays de l'Afrique centrale, ceux de l'Afrique occidentale et ceux de l'Afrique australe, ainsi que ceux de l'Afrique de l'Est, signent un traité instituant un marché commun. Sur le principe, il s'agirait d'une grande avancée. Mais existe-t-il une route qui relie actuellement Nairobi à Yaoundé? Existe-t-il une route qui relie Boularayo à Luanda? Existe-t-il une route qui relie Bangui à Dakar? Ou existe-t-il des chemins de fer qui relient ces divers pays entre eux? La réponse est un grand non. Comment alors les marchandises pourront-elles être transportées? Sans le développement des infrastructures nécessaires, l'instauration d'un marché commun en Afrique demeure pour l'heure une simple vue de l'esprit. Et sans ce marché commun, le développement de l'Afrique sera toujours retardé. Et ces territoires, c'est ce qui est dramatique, condamnés à continuer par être des colonies, car ils seront toujours tournés, elles seront toujours tournées vers leur ancienne métropole pour l'essentiel de leurs échanges commerciaux. Les décideurs politiques et les économistes en Afrique doivent comprendre cela et doivent agir pour changer cette situation. Ainsi, une véritable politique d'infrastructure à l'échelle interafricaine doit voir le jour. Pour plus d'efficacité, il nous semble opportun, ou il serait opportun, qu'un organe spécial soit créé au sein de l'Union africaine dans le but de piloter ce projet. Et cet organe devra avoir une compétence supra-étatique. Il s'agirait donc pour les États de déléguer une partie de leurs compétences, au moins, en ce qui concerne la planification de la construction des infrastructures, à cet organe-là. Le but de cet organe, ou de ce bureau, sera clair. Doter l'Afrique d'infrastructures solides pouvant faciliter les échanges entre les États. Il est plus que temps, par exemple, de ressusciter le projet du chemin de fer reliant le Cap au Caire qu'avait débuté l'homme d'affaires britannique Sir Rhodes. Il faut que des routes traversant la jungle, que des ponts enjambant les rivières relient entre elles toutes les grandes villes du continent. Il faut qu'un boulevard parte de Nairobi pour Cotonou, qu'une voie double relie Yaoundé à Lomé, qu'un chemin de fer relie Boularayo à Dakar. Il n'y a rien de fantaisiste dans ce projet. Il en va de la survie et du progrès du peuple africain. La grande question qui se pose néanmoins est où va-t-on trouver l'argent pour financer ces projets? Actuellement, la plupart des États financent à coups de milliards
la construction d'infrastructures nationaux. Ces infrastructures, souvent grandioses, ne visent dans leur immense majorité qu'à embellir les villes, les capitales, dans la plupart des cas. Elles ne servent pas véritablement des intérêts économiques des peuples africains. Contrairement aux routes internationales africaines ou interafricaines, qui serviront quant à eux le progrès et le développement véritable du continent. La construction des routes nationaux doit être stoppée ou retardée au profit de la construction de ces routes interafricaines. Avec une réelle volonté politique et le soutien d'un partenaire d'occasion comme la Chine, euh, ces routes ou ces infrastructures interafricaines pourront voir le jour dans des délais très brefs. Euh, L'établissement d'un marché commun à la suite de la construction de ces infrastructures pourrait alors se faire sans embûche si les peuples exerçaient une pression constructive sur leur gouvernement pour que la suppression des tarifs et des droits douaniers devienne une réalité. L'établissement de ce marché commun permettra au pays de s'entendre sur la création d'une monnaie viable qui aurait toutes les chances de fonctionner un temps. Mais pour réellement souder cette monnaie unique, l'unité politique s'avère nécessaire. Euh, Parce que si l'Europe avait été un État fédéral, si les populations européennes et les décideurs politiques avaient pu surmonter leur chauvinisme, le vieux continent serait actuellement la première puissance économique du monde, devant la Chine et même les États-Unis. Les crises grecques, les crises italiennes et portugaises, espagnoles, auraient pu être, sinon évitées, sinon leur impact aurait pu être beaucoup minimisé. La création d'une monnaie unique en Europe fut une victoire. Et le marché commun européen est une réalité bien plus tangible que les marchés communs existants au sein de quelques petits ensembles d'États africains comme la SADC ou la CEMAC. Mais ce marché commun demeure loin d'être aussi dynamique et ouvert que le marché commun d'un État fédéral comme les États-Unis d'Amérique. Pour pouvoir gérer une monnaie unique et en faire le levier de la construction de sa puissance, l'Afrique aura besoin d'un gouvernement unique. L'Afrique devra s'unir politiquement. Si les règles budgétaires et les déficits sont décidés par un gouvernement fédéral, la monnaie unique s'en trouverait renforcée et son utilisation ne profiterait plus qu'à quelques pays, ne profiterait pas qu'à quelques pays. L'unité politique est indispensable donc à l'unité économique et sans une coordination politique commune, l'unité monétaire pourrait très vite tourner court et au lieu de sceller l'unité des territoires africains consacrés pour de longues périodes de division. Si ces deux conditions étaient réunies, l'Afrique pourrait se doter d'une monnaie unique solide et forte. Maintenant, intéressons-nous un peu à la lutte contre le franc CFA. Mais avant, parlons d'une solution alternative. Cette solution alternative consisterait à créer une double monnaie commune à l'ensemble des 14 pays qui utilisent actuellement le franc CFA et qui fonctionnerait pour les échanges domestiques entre ces pays qui garderont donc le franc CFA comme une monnaie avec laquelle ils font à l'international. Cette solution a été testée, a été adoptée par Cuba au lendemain de la révolution cubaine et a plutôt donné des résultats notables et significatifs. C'est-à-dire que les pays comme le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire créeraient une monnaie qui serait une seconde monnaie qui ne serait utilisable qu'entre eux et les pays de l'actuel CEMAC, mais qui ne pourrait pas servir pour les échanges internationaux. Comme la plupart des échanges sont souvent domestiques à ces pays, cette monnaie pourrait souder un peu leur économie et les aider à avoir une économie plus florissante dans un premier temps, en attendant de mener la lutte pour maintenant faire tomber le franc CFA. Cette solution est une solution envisagée sérieusement parce qu'elle est applicable dans l'immédiat, contrairement aux solutions à la création de conditions matérielles pouvant aboutir à la construction ou à la création plutôt d'une monnaie unique africaine solide et forte. Euh, Maintenant, revenons donc, après avoir parlé de cette solution, de cette alternative de la double monnaie, sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines conférences. Nous allons maintenant revenir à la lutte contre le franc CFA. Alors, la lutte contre le franc CFA ne doit pas juste prendre la forme de manifestations et de protestations sourdes contre le franc CFA. Il ne s'agit pas de s'opposer au franc CFA. Il s'agit de de détruire ce franc CFA. Le franc CFA est un système.
Et comme tous les systèmes, il se nourrit de ses opposants, car de leur action, il puise les informations pour se reformer sans cesse. Dans les conférences précédentes, nous avons déjà parlé de la complexité des systèmes et de leur fonctionnement, ainsi que de la façon dont ils doivent être détruits. Pour combattre, pour détruire un système, il faut le dénoncer et se construire sans lui. C'est dans cette optique de se construire sans le système que s'inscrit l'alternative de la double monnaie, de la monnaie domestique à 14 pays qui utilisent actuellement le franc CFA. Parce que si cette monnaie, avec le temps, les échanges prennent de l'ampleur, que cette monnaie se fortifie, et il en va de soi que le franc CFA disparaîtra. Ce que les décideurs politiques, les leaders d'opinion, les activistes africains doivent faire, c'est dénoncer le franc CFA auprès des populations. Il faut que des émissions télé, des conférences publiques, des campagnes de sensibilisation soient menées pour informer l'homme de la rue, la vendeuse du marché, le charpentier, le travailleur du secteur informel, le fonctionnaire de l'administration publique, l'étudiant, l'élève, bref, toutes les composantes de la population sur l'arnaque que constitue le franc CFA. Il s'agit de campagnes de sensibilisation permanentes et continues, pas de manifestations. Il faut contourner l'usage de la force publique. Aucun régime, aussi soumis soit-il à l'Occident, ne peut contrer un plan de sensibilisation permanent autour de la question du franc CFA. Mais si les associations décident de manifester, ils seront sauvagement réprimés. Je m'adresse ici à tous ceux qui possèdent une association, une organisation non gouvernementale, un club, à tous ceux qui sont dans des positions de force dans leur ville ou dans leur région respective. Je les invite à organiser des rencontres, des séminaires, des conférences pour sensibiliser les populations autour de la question du franc CFA. Euh, cette campagne de sensibilisation, ces campagnes de sensibilisation ne concernent pas seulement les pays utilisant le franc CFA, mais tous les autres pays d'Afrique. Euh, Lorsque les populations seront suffisamment informées, un climat général de suspicion s'installera envers le franc CFA. Ce climat empêchera la France d'utiliser ou d'user encore de stratégies euh, et de perfidie pour opérer des réformes soi-disant bienveillantes qui n'auraient pour but que de resserrer son emprise sur ses anciens territoires. À côté de la dénonciation, les Africains doivent construire un autre système. Ce système doit être celui de l'unité africaine. La création d'un marché commun doit devenir la priorité. La construction d'une unité politique, une urgence. Si c'est un système dans lequel l'Afrique euh, possédait un marché commun et une unité politique, si un système plutôt, excusez-moi, si un système dans lequel l'Afrique possédait un marché commun et une unité politique est mis sur pied, le franc CFA s'effondrera de lui-même sans qu'aucune gigantesque protestation ne soit nécessaire. J'imagine que vous vous dites peut-être que tout cela est trop long, qu'il vaudrait mieux prendre les armes et déclarer enfin à l'oppresseur une guerre que nous aurons dû lui déclarer plus tôt et à nous battre jusqu'à la mort pour amener l'ennemi à reconnaître notre indépendance d'une façon définitive, une bonne fois pour de bon. Mais dans les conditions actuelles, une guerre pourrait vite tourner au massacre. Les populations africaines, dans leur immense majorité, ressentent vis-à-vis de la France un sentiment mêlé de haine et de fascination, et c'est ce second sentiment qui l'emporte souvent. Et de plus, peu informées sur les véritables enjeux d'une telle guerre, ces populations risquent d'être les premiers opposants, les premiers obstacles. Les états-majors des pays africains sont encadrés et formés par des instructeurs dépêchés de la France qui maîtrisent à perfection les tactiques de guerre qu'ils pourront utiliser. La plupart des officiers ne sont d'ailleurs que des fils à papa. Ils n'ont intégré l'armée que sous la pression ou grâce au soutien de leurs parents. Ces enfants gâtés n'auront jamais le courage de se rendre sur un champ de bataille aussi violent euh, que le champ de bataille d'une guerre franco-africaine. Avec une population en majorité inconsciente et une armée peu efficace, une guerre franco-africaine pourrait donc tourner vite au désastre et pourrait servir de prétexte à la France pour recoloniser d'une façon directe nos territoires. Cette hypothèse peut paraître étrange, mais elle est facile à réaliser ou à envisager. Et la guerre détruirait rapidement les institutions africaines et après avoir apaisé les territoires, la France se sentirait à nouveau investie d'une mission de reconstruction. Même s'il arrivait qu'une insurrection parvenait dans ce cas, notamment, à utiliser au mieux qu'elle le peut les techniques de la guérilla urbaine, à vaincre les troupes françaises,
pour vaincre les troupes françaises, il faudrait se retrouver à la table de négociation. Et dans les conditions actuelles, la France pourrait à nouveau user de stratégies pour instaurer un contrôle beaucoup plus discret, certes, mais toujours aussi néfaste sur le franc CFA. Pour conclure, je lancerai un appel à tous les décideurs politiques, à tous les leaders d'opinion, à tous les activistes. Ayons de la clairvoyance et du discernement. Établissons, établissons des stratégies efficaces. Arrêtons de faire du bruit en croyant que nous sommes en train d'agir. Réfléchissons calmement. Créons, construisons notre unité, regroupons-nous, soyons réalistes. Ce n'est qu'au prix de cet effort de longue haleine que nous laisserons aux futures générations une Afrique meilleure et que les pays de la zone CFA pourront ainsi avoir des économies plus florissantes. Pour une Afrique unie et plus forte, c'était Samson Maulolo Alidja. Rendez-vous dans 10 jours pour une nouvelle conférence. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous. Je suis au plus 228 91 50 08 11. N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples échanges. Merci.